aimez DevApps. Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Et bienvenue pour ce premier épisode de la 5e saison des Meetups de DevApps. Écoutez, aujourd'hui, c'est la rentrée, hein. Ça fait 2 mois qu'on s'était quitté. Donc, y a, ce qu'on va voir, c'est un petit peu ce qui s'est passé pendant cet été, voir qu'est-ce que vous avez fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de présentation spéciale. Donc, l'idée, c'est dans un premier temps, c'est de parler de Windows 11. Je ne sais pas si vous avez un petit peu testé Windows 11, ce que vous en pensez, avant que ça sorte officiellement. Je crois que ce sera au mois d'octobre. On a le droit au coup de gueule aussi? Absolument, oui. Ah ben, je sais pas, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Donc au moins comme ça c'est clair. Le truc un peu qui est débile, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas moi, je vous promets, hein, je te dis tout, c'est qu'ils ont installé Teams par défaut, super. Sauf que c'est le Teams qu'ils appellent le Teams familial, qui est incompatible avec le Teams Pro. Donc vous êtes des pros, vous allez l'installer, et il va falloir réinstaller Teams normal, parce que vous n'allez rien comprendre au Teams qui est là, parce qu'il ne fonctionnera pas avec votre compte, c'est pas un Teams Pro. On a envie de dire, c'est juste un peu mal pensé, je dirais, parce que les premiers qui vont tester cette version-là, ils vont mettre leur compte et puis ça va pas fonctionner. Et c'est un peu boulet, quoi. En fait, même pour les versions pro? c'est pas, ça ne fonctionne pas avec les versions pro, en fait. Non, mais ce que je veux dire, ils l'ont installé même sur les versions professionnelles de Windows 11? Ou il aurait pu l'installer par défaut sur que les familiales? Je sais pas, j'ai su ça d'un insider. J'ai su ça d'un insider et il a dit, mais fondamental. Et puis en fait, a priori, pour le 5 octobre, pardon, paraît que c'est un peu chaud parce qu'au niveau barre des tâches, paraît que c'est la foire à neuneux, quoi. Il y a plein de trucs qui ne vont pas encore sur la dernière version Insider, mais ils se disent il y a encore un boulot de fou, quoi. Ils comprennent pas que ça va sortir quand même le 5 octobre. Donc il faut mieux attendre, quoi. Je sais pas, mais a priori, soit ils vont travailler de nuit, jour et nuit avec 400 000 personnes et ça va aller. Non, mais c'est parce qu'il y a toutes les pull requests qui sont en review et puis tout va passer d'un coup, tu vas voir. Peut-être, faut espérer, ouais. Puis et qui c'est qui va tester alors? Nous. Oui, d'accord. Donc c'est bien, mais sinon c'est joli. Moi j'aime bien Windows 11. Non, l'écran bleu il est vert, non? Je l'ai pas encore eu, mais pareil, ouais. Ouais, il est plus écolo. C'est écolo, ouais. Les sont moins dangereux. Non, mais concernant Teams, effectivement, moi j'ai le compte société et puis j'ai le compte perso, quoi. Effectivement, tu as que quand tu veux créer un nouveau chat ou ce genre de choses, c'est que ceux de ton chat personnel, c'est pas du tout le chat de la société, quoi. C'est même pas connecté, hein. Non, mais sincèrement, professionnel refuse, hein. Il y a des trucs qui sont très gros. Alors, mais je comprends pas parfois les réflexions qu'il y a derrière. Elles sont moi, je vais m'expliquer, je comprendrai. Mais je me mets à la place maintenant, pas des devs, pas des décisionnaires, mais des utilisateurs lambda, quoi. Ça va déjà, les gens vont déjà plus ou moins râler, si vous voulez. Mais je sais pas, Christophe, parce que ça va être des pros. Peut-être pas, parce que cette version, comme dit Michel, va peut-être être installée qu'avec la version Home. Peut-être que dans la Pro, elle sera pas là. Et de toute façon, au niveau professionnel, en général, les entreprises, elles te préinstallent ou elles te donnent les liens pour faire l'installation. Donc, j'espère. Du coup, tu te retrouves avec 2 Teams. Ils auraient pas pu l'unifier, déjà que c'était la merde avec Skype for Business, tout ça. Puis en fait, on a l'impression d'avoir un rebelote. De toute façon, je pense que les entreprises vont bloquer les mises à jour. En tout cas, moi, j'ai bloqué les mises à jour. Je viens de regarder en fait sur la bêta. C'est Windows 11 que j'ai d'installer, Pro. Et effectivement, il y a le Teams personnel, quoi. Donc, c'est un peu dommage. C'est encore une bêta, donc. Ouais, j'ai un gros doute au niveau de la release qu'il y ait un changement à ce niveau-là, quoi. Parce qu'au niveau des identifications, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. A priori, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, enfin pas encore, mais voilà, d'ici le 5 octobre, ça me paraît risqué. Tu prends une image qui est sur ton bureau, tu as, je sais pas, une application Paint qui est dans ta barre des tâches ouverte peut-être, tu amènes le drag
et une drop pour l'ouvrir. Ah non, bah ça marche pas non plus. Tout ce qui était les jump lists, je sais pas si vous vous souvenez, ça vient de Vista. Vous pouviez faire le clic droit et puis vous pouviez en fait visiblement il y a des soucis là-dessus aussi que c'est pas encore. En fait, comme ils ont tout redéveloppé cette barre de tâches, il y a plein de fonctionnalités qui sont pas encore là à cet instant en fait. Et on n'a plus que 3 semaines quoi. Moi, personnellement, au niveau de la barre de tâches, à chaque fois que j'appuyais sur le bouton démarrer assez rapidement, j'avais la barre de tâches qui était à gauche, et puis tout d'un coup, qui au bout d'un moment revenait au centre. Alors que sur la dernière version, bah c'est clean, quoi. Tu cliques dessus même très rapidement, c'est au centre. Donc je pense qu'il bosse dessus de façon acharnée, quoi. Bon, faut attendre de voir ce que ça va donner, quoi. Mais c'est vrai qu'on est quand même le 9 septembre. 15. Le 15 15. déjà. 15. Ouais, putain, le temps passe vite, tu 15. vois. On vient encore de gratter une semaine. Quand tu as Le plein 9, c'est le mois d'applications dans sur Richard. Windows, Oui, l'ancienne version, tu avais deux hauteurs d'icônes. Et ben là, non, par exemple. Donc, faut pas trop ouvrir trop d'applications pour l'instant, en tout cas. C'est plein de petits trucs comme ça qu'on se rend vite compte au bout d'un moment que mince, ça va pas. Après, Windows 11 ne se concentre pas que sur la barre des tâches, mais ça reste un élément essentiel pourtant. Alors sinon, moi j'ai eu Stéphane Ducoroy, je ne sais pas si vous avez vu dans le Slack, qui Non. qui est présent mais qui ne peut pas parler parce qu'il est dans son bureau et puis il risque d'avoir du mal à parler. Donc lui, ce qu'il me dit, c'est que au niveau, donc il l'a installé véritablement sur un PC. Donc il l'a installé dans un premier temps par le biais d'un ISO de développeur qui avait fuité. Il a eu un peu de mal à l'installer, mais il y a eu beaucoup de redémarrage et de modification du BIOS, surtout pour le TPM2. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs avec l'histoire du TPM. Donc il a finalement réussi et il a eu la chance d'avoir une carte mère qui était compatible. Bon, il apprécie le nouveau design en disant que c'est presque de la qualité d'Apple, ça se rapproche, mais c'est pas encore ça. Et puis après changement, il y a eu de très beaux changements au niveau design, un nouveau menu démarrer et l'emplacement de l'icône qui est très bien pour lui. Il n'a pas eu de bug, pas d'écran bleu, ni vert, ni jaune, ni violet. Il a installé Teams. Il n'a pas eu de problème pour jouer à des gros jeux comme Halo, GTA, Destiny, etc. Comme quoi, il bosse à fond, quoi. Et puis, il aime bien les icônes de l'explorateur. Alors, Stéphane, tu auras un droit de réponse. Oui, je pense que ça vaut mieux, ouais. donc, il aime bien les icônes de l'explorateur. Alors, Christophe, tu pourras parler de l'explorateur juste après. Justement, on a eu une petite discussion là, sur le Slack. Donc, il a une mise à jour régulière parce qu'il est en insider. Pour l'instant, c'est stable. Il a l'air très satisfait de ce qui se passe, quoi. Et donc, à la fin, il a réinstallé Windows 7, quoi, non? Non, ça s'est arrêté là. Cool. Oui, au niveau de l'explorateur, En Christophe. fait, ouais, c'est pas du tout un explorateur comme le pensait Laurent de Microsoft, c'est Files sur le store et ça c'est fait pour remplacer l'Explorer de Windows, qui finalement, l'explorateur de Windows n'a pas changé depuis des siècles. C'est juste un menu qu'on appelle d'arborescence à gauche avec vos dossiers et à droite le contenu. Mais ceux qui sont jeunes depuis très longtemps ont connu les ordinateurs où on avait, c'était Commander, je crois, de mémoire. Norton Commander. Ouais, où il y avait Directory Opus aussi, qui existe toujours sur PC, mais qui coûte une blinde. Et si vous voulez, quand vous avez eu l'habitude d'avoir deux types de fenêtres que vous pouvez faire des glissés, des changements, c'était une super habitude. Moi, j'utilisais un petit outil qui me mettait des onglets dans mon explorateur natif de Windows. Et là, Files, ils viennent passer en version 2.0 et la version d'avant le faisait, mais ça buguait un peu. Donc il y a un nouveau thème Fluent et tout. Et on peut conserver ces deux panneaux avec à gauche, par exemple, votre C2 points, à droite, votre D2 points ou ce que vous voulez. Et c'est vraiment génial en fait. Et je trouve c'est une expérience utilisateur qui est très bien. Microsoft nous avait à la build de 2017 ou 2018 vanté d'avoir des tasks, je ne sais plus le nom qu'ils avaient donné, des multi-tabs. Ils n'ont pas arrivé à l'implémenter. C'est bien dommage qu'ils
n'ont pas ramené ça dans Windows 11. J'aurais vraiment apprécié qu'on puisse avoir des tabs. C'est tombé à l'eau et je trouve ça un peu décevant. Donc c'est pour ça qu'on parlait un peu de Files parce que il est sorti tout à l'heure. Voilà. Il y a Stéphane qui avait Ça a quand même pas mal de problèmes de quelque chose à dire. Je sais pas s'il peut parler. Ah, je sais pas, il a levé la main. Non, en Oui. fait, c'était juste que quand tu as dit qu'il jouait beaucoup, il voulait montrer ça, mais il avait pas la main. Et sinon, au niveau utilisation, quelqu'un l'a utilisé vraiment ou c'est juste comme ça pour s'amuser? Le quoi, le Files ou bien le Windows 11? Windows 11. Moi, je l'ai installé sur une surface là qui est sur le côté. J'ai fait pareil. Je mets à jour dès que je peux, mais bon, je l'utilise une fois tous les 36 du mois, quoi. Moi, je l'ai utilisé quand j'étais en vacances, mais c'est juste pour jouer, quoi. Mais est-ce qu'en productivité, on a un gain? Alors moi, ce que je pense que je vais apprécier, c'est le clic droit sur les corners en haut à droite des fenêtres pour directement docker les fenêtres. Ça me paraît vraiment chouette. Mais Moi, j'ai rien trouvé de particulier. Bon, graphiquement, je trouve ça joli. Mais en termes de productivité, c'est peut-être à l'utilisation après, mais pour le moment, j'ai rien trouvé vraiment de me dire, ah bah ouais, il faut y passer. Je vais passer parce que ça sera la mise à jour, voilà, mais sans plus, quoi. Mais sincèrement, voilà, au niveau productivité, je trouve ça important des OS parce que finalement, qu'est-ce qu'on va changer? Pour moi qui est important en productivité, c'est d'avoir un grand écran et d'avoir tout le Power Toys avec le système Ouais. de zone de fenêtre. Ça, c'est de la productivité pour moi. Mais sinon, qu'est-ce qui change dans un OS quand on travaille comme nous en tant que dev? Sincèrement, pas grand-chose finalement. Si. Windows Subsystem for Linux, par exemple, pour certains développeurs, c'est quelque chose. Bon, ça existait déjà un peu avant, mais maintenant ils rajoutent aussi la couche graphique. Ouais, mais ça existait déjà dans Windows 10, non? Sans la couche graphique, ouais. Maintenant, tu peux faire tourner une application de Linux avec graphique. Mais bon, moi, c'est vrai que je l'ai installé, je l'utilise quasiment tous les jours mais dans une utilisation où je vais regarder une vidéo YouTube ou lire quelque chose. Donc, consommateur grand public, quoi. Ouais, ça marche plutôt bien. Aussi, je dois dire qu'avec le stylet, c'est le même cas que Richard, je l'utilise sur mon ancienne Surface. Et le stylet, je trouve que c'est un peu plus, ça répond un peu mieux quand on écrit dessus. Après, c'est vrai que la UI, c'est enfin sympa d'avoir un truc qui est unifié, où c'est à peu près partout la même chose, et pas comme dans Windows 10 où il y a des trucs à droite à gauche qui sont différents. Mais il n'y a pas de. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de killer feature. Le truc, par contre, qui m'énerve, c'est que j'avais pris l'habitude avec mes doigts de toucher l'écran de la gauche vers la droite pour afficher les fenêtres qui sont ouvertes. Ouais. Et maintenant, franchement, leur truc, il est sympa avec les widgets, mais les news, punaise, je veux virer cette machin. Je veux pas avoir de news. Pourquoi je devrais avoir ces news sur mon système, quoi? Ouais. Et il m'a fallu du temps pour trouver qu'en fait, il fallait faire comme sur le touchpad avec les 4 doigts sur l'écran pour pouvoir avoir les écrans. Donc ça, c'était pas super. Je trouve que c'était pas super intuitif. Ouais. Comme ça, tu as les news de gala qui te sont poussées et tu pourras tout savoir sur le dernier post de Carvasien. Ouais. C'est ce qu'on a eu sur Windows 10 aussi, là, ce truc de news. Et au départ, il me cassait les pieds parce que je voulais pas ce type de news, par exemple. Mais j'ai l'impression que c'est comme quand on se désabonne à une newsletter, quoi. Oui, nous vous avons des abonnés la semaine d'après. Oh, bah tiens, le revoilà. J'ai l'impression que c'était ça, tu sais, tu l'enlèves, puis putain, il revient ce con. Enfin, ce type de news. Mais bon. Bon, oui, vas-y. Non, juste un dernier truc. C'est vrai que moi, sur mon téléphone Android, j'ai le Microsoft Launcher. Et c'est vrai que le premier écran, enfin, quand on scrolle sur la gauche, ça ressemble un peu à ces fenêtres qu'on a sur Windows 11. Il y a des trucs qui sont sympas de voir les meetings qu'il y a et qu'on peut avoir. Mais là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, les news, c'est une autre tab et on peut ne pas du tout la voir. Alors que dans Windows 11, tu scrolles un peu et puis tu as ce machin qui arrive. En parlant de productivité, avant que Richard y prenne la parole, un truc sympa que Richard avait soulevé dans Edge Canary sur un autre meetup, c'était de pouvoir grouper les tabs à gauche. Et on l'a enfin sur Edge normal depuis quelques jours. Et c'est super bien en fait. Voilà. Et ben, alors Mais justement...
J'ai jamais Oui. utilisé ça. Enfin, une fois qu'on ferme les tables, il faut tout recommencer. Enfin, Non, parce que Edge, il non. mémorise. mémorise. Ah, Ouais, d'accord. C'est super bien. Moi, en fait, du coup, je n'utilise plus les collections. Ah, moi, j'utilise à fond les collections. Moi, Ouais, j'utilisais moi, Tabs. j'ai créé une collection qui s'appelle Read Later, et comme ça, quand je suis sur mon téléphone et que je peux pas l'envoyer sur mon PC, je les mets dedans. Ouais, ça marche bien, ça je fais aussi. Et Alors, l'envoyer sur le PC, ça s'est arrêté de marcher chez moi. En fait, je pouvais envoyer directement du téléphone au PC. Oui, je Et pouvais. maintenant, ça fait une notif. Ah, moi, je l'ai reçu. Ah, une notif. Bah, en fait, ça marche quand même, mais autrement, tu dis? Ouais. Ouais, c'est bizarre. Mais j'ai Ah, changé de téléphone aussi. C'est peut-être il faut que je reconfigure quelque chose. Ah, t'as pris la version 13 d'iPhone. Je Non, pensais non. que c'était pour ça le meet-up aujourd'hui, puis non. Je trouve ça mieux. Alors justement, vous me mettez une transition idéale. Professionnel. Ah oui, on est professionnel. Concernant Visual Studio 2012, on va revenir un petit peu à les outils 2022. de dev. 12. 2022, pardon. Ah. Donc, concernant Visual Studio Async Await 2022, alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu la nouvelle version, la Preview 4, qui est parue hier soir. Ouais. Donc, qu'on peut installer. Et dans les nouveautés de ce Visual Studio 2022 avec la version 4, c'est justement l'histoire des tabs que vous pouvez afficher maintenant sur la gauche, sur la droite ou d'habitude c'est toujours en haut. Donc vous pouvez les mettre à gauche ou à droite ou en haut. Et puis surtout, vous pouvez les coloriser, enfin demander à ce qu'ils soient colorisés automatiquement. Donc vous avez dans les options, c'est Windows, tabs Windows dans les options. Colorisé en Et, fonction de quoi? En fonction du et type de fichier ou? non, en fonction de l'emplacement du fichier, c'est-à-dire dans quel projet il est. Ah, Donc, c'est cool. quand tu as un projet où tu as 253 projets à l'intérieur de ta solution, bah, tu as une colorimétrie en fonction de quel projet est le fichier. Donc, ça permet de voir un petit peu plus De les rapidement. retrouver facilement, ouais. Ouais, c'est cool ça. Voilà. Alors après, bon, le fait de le mettre à gauche ou à droite, moi j'aime bien. Après, c'est comme pour Edge, faut s'habituer à regarder à gauche plutôt que de regarder en haut pour savoir ce qui est ouvert. Mais l'avantage, c'est que bah, si vous avez une vingtaine d'onglets qui sont ouverts, vous les voyez tous d'un seul coup. Alors que quand vous aviez les tabs qui étaient en haut, bah, au bout de 5-6 Hmm. tabs, vous ne voyez plus ce qui était présent, quoi. C'est super chouette. Ouais, En même temps, non, tu travailles souvent dans plus que 5-6 fichiers à la fois. Exactement. Elle pose Tu exactement. travailles souvent dans plus que 5 ou 6 fichiers à la fois. bah, d'abord, oui, non, c'est vrai, parce que mes fichiers ils font 8253 lignes, donc, donc effectivement, je travaille que sur un ou deux à la fois. Il a tout Non, son mais, projet dans un seul fichier C Sharp, lui. non, mais quand tu travailles sur un repository, le service, l'API, le contrôleur correspondant, etc., effectivement, tu peux avoir 5 ou 6 fichiers qui sont en même temps dans des projets différents, quoi. Et c'est assez simple d'y aller, quoi. Et puis après, il y a la fainéantise de ne pas fermer les onglets. Moi, ça m'arrive plus d'avoir beaucoup de fichiers comme ça qui s'ouvrent quand c'est plus du debug. Quand on navigue dans le code pour dire, tiens, il faut aller là-bas, 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 et puis à un moment donné, bah, oui, ils sont tous ouverts, quoi. Ouais, mais est-ce que tu cliques dessus pour naviguer après, entre les onglets? Parce que moi, en gros, j'utilise jamais les onglets, quasiment. Je fais du Pareil. CTRL-T, j'utilise les raccourcis pour C'est revenir en vrai. arrière, j'utilise le raccourci pour revenir en arrière, etc. Donc, je navigue très, très peu avec les onglets, vrai. en fait, et la souris, quoi. Oui, mais parce que toi, tu as ReSharper. Non, Non. Non, justement, non. CTRL-T, les deux bases maintenant. CTRL-T de base, tu peux faire CTRL- Ouais. pour revenir en arrière, tu as plein de raccourcis. F12 pour naviguer. Enfin, en fait, j'utilise Ouais. plus souvent ces raccourcis-là que les Mais c'est un raccourcis, coup que à les prendre. Il onglets, faut quoi. essayer de poser la souris et éviter de l'utiliser. C'est un coup à prendre. Ouais, mais Ouais, moi j'ai une ça, mémoire tampon qui est assez limitée. Moi, je suis limité à CTRL-C, CTRL-V, quoi. Et CTRL-X, je l'oublie, celui-là. Ah, puis Et maintenant, le je positionnement des pense. tabs à gauche, ça existe déjà dans Visual Studio 2019. C'est ça qui m'étonne. Et je vous Ah, emmerde. Ouais, ça existait déjà. bah Ouais, ouais. moi, je pense que c'est effectivement, si tu veux de la flexibilité, il faut oublier, enfin, être rapide, il faut oublier la souris. Moi, je travaille comme Gérald il disait aussi. Ok, c'était écrit Sharper, apparemment.
Visual Studio le permet, Rider aussi. Je pense que à la fin, tu n'as même plus besoin de regarder le Solution Explorer, tu peux même le fermer, limite. Tu navigues dans tes fichiers en tapant le nom du fichier, quoi, avec un shortcut et tu navigues. Même fermer le moniteur, toi, en fait, finalement, au bout d'un moment. Non, ça j'ai super du mal quand même. Ah, bah il faut essayer. Le moniteur, c'est vraiment difficile. Ouais. Non, moi, je suis comme Richard. Putain, j'arrive pas avec les raccourcis clavier débiles parfois. Je vois, putain, je dis, mais c'est quoi cette séquence? Ouais, putain. En fait, franchement, tu gagnes en productivité. C'est évident. C'est vrai que moi, c'est ce que je dis dans mon équipe, à tous ceux qui arrivent et je pousse. Au début, ce que je faisais aussi, c'est je faisais après-midi sans la souris, où les gens devaient bosser. Ou alors, moins difficile, je mettais la souris, si tu es droitier à gauche et si tu es gaucher à droite, et pour inciter un peu les gens. Et en fait, c'est vraiment que en te forçant que tu comprends l'intérêt de ça, quoi. Parce que mentalement, tu as des micros, tu te déconnectes de ce que tu es en train de faire, tu vas chercher ta souris, tu vas chercher ton pointeur, etc. Moi, et quand tu es vraiment dans le code et que tu navigues les biscuits, et c'est vraiment un avantage incroyable d'utiliser les shortcuts, quoi. Et le meilleur raccourci, c'est le contrôle-virgule dans Visual Studio. Je ne sais pas si vous connaissez, qui permet d'ouvrir le moteur de recherche intelligent des méthodes. Contrôle-virgule, tu tapes le nom de ta méthode, tu arrives dedans. Ouais, ça marche avec CTRL-T aussi. Ils ont pris le raccourci de Rich Harper. CTRL-T, c'est l'universel. Oui, non, mais c'est. CTRL-N, parce que c'est le. CTRL-L, c'est le meilleur. CTRL-RM, quand les variables sont mal renseignées. Bon, moi, j'utilise beaucoup le presse-papier Windows maintenant avec la touche Windows V. Et Windows Shift V pour enlever le formatage. C'est super pratique quand tu fais des démos, tu mets tout dans ton presse-papier et tu n'as plus qu'à aller piocher dedans. Oui, mais ça j'ai arrêté parce que quand je faisais des démos, il suffisait que dans le presse-papier, je fasse un CTRL-C, je ne sais plus pourquoi, à un moment, et ça foutait en l'air toute ta séquence. Ah, moi, je nettoie avant. Tu nettoies avant, tu Ah oui, mais j'oublie. Et donc, il y a un petit tool, je ne sais plus comment il s'appelle, qui permet de faire ça, mais de les associer à des numéros aussi, ou à des lettres. Donc, tu fais, je ne sais plus, CTRL-SHIFT 1, 2, 3, 4, et pop. Ah, c'est bien ça. C'est quoi déjà le raccourci du presse-papier universel de Windows, là? Windows V. Windows V, c'est logique. C'est l'historique. Ah oui, d'accord. Sinon, concernant Visual Studio 2022, alors j'ai fait un petit essai là sur une grosse solution que j'ai. 4 fichiers. Un tout petit peu plus. Ouais, mais des fichiers de 8000 lignes, comme il a dit avant. Ouais, exactement. On est d'accord, hein, moi je suis resté là-dessus. Donc, en gros, avec le temps de chargement, alors quand j'appelle temps de chargement, c'est que j'attends véritablement que la solution soit complètement chargée et puis que en bas à gauche, là où vous avez l'icône qui bouge en disant je suis en train de faire quelque chose en background et fini de clignoter. Donc, avec Visual Studio 2019, en temps de chargement, j'en avais pour 93 secondes. Donc, ça met un certain temps. Alors qu'avec Visual Studio 2022, donc même PC, même conditions, etc., j'en ai eu seulement pour 66 secondes. Donc, 30% plus vite. Donc, mais maintenant, c'est toujours une discussion, même que Microsoft fait, mais j'ai jamais compris quel est l'intérêt de vouloir charger un projet. Enfin, moi, mon projet, en gros, je le charge le matin, ou à la limite, si c'est deux projets sur la journée, donc tu vois, un le matin, un l'après-midi, mais que ça prenne 60 secondes ou que ça prenne 90 secondes, que ça change. Ça dépend de ta machine à café. 30 secondes, voilà. Oui, 30 secondes. Ça change que quand ton Visual Studio il crache et que tu dois le réouvrir, tu es content que ça prenne pas 5 minutes. En gros. Il crache souvent, votre Visual Studio? Bah, moi, jamais. Il crache de temps en temps, ouais. Vous avez déjà travaillé avec des solutions qui ont 400, 500 projets? Parce que là, on sent vraiment l'intérêt. Solution qui a 400, 500 projets. Mais dans ce cas-là, moi, je crée plusieurs solutions et je ne charge pas les 400 projets. Si? Il y a un intérêt de charger 400 projets? Il y a des fois où tu n'as pas le choix, en fait. C'est tellement bien fait que...
Oui, après, oui. Faut charger 300 projets pour que ça marche, quoi. Oui, tu vas chez le client, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Oui, t'as pas le choix, quoi. Et puis, t'as le choix de changer de client. Oui, d'accord, oui. Et puis après, au niveau consommation mémoire, je suis passé de 2,2 gigas à 1,5. Ah, quand même. Ouais. Ça, c'est déjà bien. Ah ouais, c'est bien ça. Donc, 64 bits, t'es passé en moins de mémoire sur la 2022? Oui. Ouais, c'est étonnant, ça. Ouais. C'est étonnant, ouais. Et il y a une grosse différence à ce point-là. Ouais. Bah, surtout qu'ils ont annoncé que maintenant, comme ils JT plus d'assembly, etc., ça prend plus de place aussi dans la mémoire. Donc, c'est vraiment étonnant que tu gagnes 500 MB. Ils ont fait des optimes aussi. Et puis, l'autre chose, alors là, c'est sur un projet un petit peu plus petit, comme dirait Anthony, qui doit le connaître. Là, tout ce qui est, je sais, au niveau WPF, au niveau du designer WPF, etc., là, j'ai vraiment senti une grosse différence. Ça va vraiment beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus stable. Avec Visual Studio 2019, j'ai de temps en temps, j'ai l'interface qui se fige complètement. Alors qu'avec Visual Studio 2022, là, j'ai vraiment aucun problème. Là, c'est un retour d'expérience sur 3 jours, 3 jours d'utilisation intensive avec, et je vois vraiment une grosse différence, quoi. Donc, c'est vraiment beaucoup plus confortable. Tu utilises vraiment le designer WPF? Ça fait des années que j'ai arrêté de l'utiliser. J'utilise le hot reload du XAML depuis pas mal de temps. Tu écris tout en XAML alors? Pardon? Ouais, bah oui. Ouais. Ah, bah non, moi j'utilise toujours le designer, moi. C'est vrai? Alors quand je dis le designer, j'ai le designer, j'ai la vue de l'interface à gauche et puis le XAML à droite. Et puis je modifie le XAML à droite et puis je vois ce qui se passe, quoi. Bon. Ouais, moi j'ai que le XAML et je run en debug et quand je change, il met à jour l'application qui tourne. Et ça marche depuis longtemps, quoi. Oui. Justement parce que le designer n'était pas terrible, quoi. Et puis t'as pas. Souvent, c'est un effort de rajouter de la donnée et de faire tout ce qu'il faut pour que ton designer il montre une interface réelle, quoi. Ensuite, j'ai eu un truc qui était assez intéressant. C'est au moment où je chargeais une solution depuis Azure DevOps, il m'a mis une fenêtre comme quoi ce référentiel n'était pas approuvé. Ah oui, j'ai eu ça aussi. Oui, et donc il demande d'approuver les référentiels, donc ce qui permet d'éviter d'avoir un lien d'un chargement directement avec un référentiel qui peut être douteux, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, même si c'est un peu surprenant quand on. Il y avait déjà ça dans VS Code, je pense, depuis quelques temps. Ouais, ils ont copié, ouais. C'est un peu la même logique que quand tu reçois des mails d'Azure DevOps qui te dit il te met un spam Outlook. Il est OK. Voilà, concernant Visual Studio, j'ai vu toujours pareil au niveau WPF, alors je ne sais pas si ça existait, mais par exemple, il y a, au niveau des grids, maintenant il y a les tooltips qui apparaissent alors qu'ils n'apparaissaient pas dans Visual Studio 2019. Voilà. Et puis, alors je sais pas d'où ça vient. Mais j'ai vu que au fur et à mesure qu'on tapait du code, il vous proposait du code derrière. Par exemple, vous faites if, je sais pas, ma variable égale, et puis il vous propose égale nul, et puis double accolade, et vous tapez tab, et il vous remplit directement la ligne. Alors je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si ça vient de Visual Studio, je sais pas si ça vient de Visual Studio Code ou c'est une nouvelle fonction Visual Studio 2019 ou si c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité de Visual Studio 2019. Mais moi, je me demande s'ils ne sont pas en train d'intégrer la soi-disant fonctionnalité de la morquitude VS Code, où il y a justement l'autocomplétion comme ça, mais basé sur GitHub, sur les exemples de GitHub là.
qui est. Le VS22, il fait que sur une ligne. Il n'autocomplète pas genre les 5 prochaines lignes non plus. Il va juste t'auto-compléter le reste de ta ligne. Ben Donc, oui, mais c'est ça. plus limité que ce que GitHub propose. Ouais. Et GitHub Copilot, c'est génial, hein, mais pour du Markdown, quoi. Pour du code, je n'ai pas encore trouvé d'intérêt, mais du Markdown, il t'auto-complète des phrases complètes, des paragraphes, c'est magique, vraiment. Quand tu écris tes articles de blog, tu te sauves du temps, vraiment. Moi, Copilot, il m'a bien aidé. Je devais écrire un truc en Python, j'y connais rien. Ça m'a bien aidé. Je dis juste ce que je voulais. Après, j'ai quand même vérifié ce qu'il a écrit, mais ça m'a bien aidé pour m'éviter d'aller rechercher dans la doc, aller sur Stack Overflow. Ça a marché du premier coup. J'ai quand même vérifié, mais j'ai gagné du temps avec Copilot sur du Python alors que j'y connais rien. Vous êtes nombreux là, à être dans le programme private de Copilot là? J'ai eu l'invitation, mais je ne l'ai jamais activé. En tant qu'MVP, tu bypasses les lignes d'attente, non? Moi, je sais pas, j'ai pas essayé. Je ne suis pas depuis longtemps, donc je ne connais pas toutes les astuces. Ouais, au pire, tu mets un message au pire dans la mailing list en disant je veux avoir accès à Copilot et il te le donne. Ouais. Tu passes toutes les lignes un peu plus rapidement. Comme Cospace à un moment donné. Ouais, au niveau des langages, c'est quand même limité à tout ce qui est TypeScript, Ruby, Python. Non, Markdown, c'est génial, Markdown. Oui, d'accord. Markdown, j'aurais pas pensé. Ouais, moi non plus. Non, mais si tu écris une doc qui existe déjà, c'est plus vraiment une doc, une nouvelle doc. Non, mais par exemple, des fois, moi, je me suis retrouvé avec, je parle d'un truc et puis il me met directement le lien vers la RFC de ce que tu es en train d'écrire, etc. Il y a vraiment des vrais autocompletes qui sont vraiment pertinentes, quoi. Alors, dans le code, j'ai pas réussi à trouver des choses vraiment pertinentes, vraiment utiles là. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, alors qu'on parle justement d'AI, là, il y a Donovan Brown qui a fait une vidéo sur Dapper et gRPC. Et en fait, la vidéo est sympa sur ce sujet, mais la deuxième partie, il a utilisé un nouveau service d'Azure qui s'appelle Azure Custom Neural Voice. Et en fait, tu fournis, j'imagine, du texte que tu lis sous forme d'un enregistrement audio. Et en fait, après, tu lui fournis du texte et il va lire le texte comme si c'était toi qui lisais le texte, qui disait le texte. Et franchement, c'est bluffant, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, je j'ai vu. Un petit peu robotique, la voix encore, mais franchement, ça passe vraiment bien, quoi. Il ne reste pas grand chose à tweaker, là. Laurent, c'est toi qui parles, là, ou... Ça, c'est la bonne question. J'ai envoyé le lien, là, dans le chat. Moi, je veux le modèle avec la voix de Christophe. Et ça marche en français? Ouais, apparemment, il y a le français qui est supporté. Ouais. Bon, bah écoutez, est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter concernant les news de cette semaine? J'ai vu ce matin que MAUI allait reporter la version finale en 2022. Ouais, j'ai vu une vidéo de tour. Ça sortirait pas avec .NET 6? Non, pas en version finale. C'est en Q2 MAUI, leur framework graphique. Ouais. MAUI, pardon, excuse-moi. C'est moche, ça. C'est prévu en octobre, non? Ouais, c'est ça, ça va être repoussé à 2022. Ouais, je sais pas s'ils ont un gros succès avec ce. C'est la prochaine version de Xamarin, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Vous aviez d'autres choses à rajouter? Ouais, peut-être un truc JetBrains, Code With Me, un truc dont je vous ai déjà parlé, qui est un peu l'équivalent de LiveShare, mais en mieux. En mieux, parce qu'il est mieux intégré à Rider. LiveShare, quand tu as ReSharper dedans, tu vois pas les pop-up et les trucs comme ça. Et donc là, ils ont enfin montré quelques screenshots de ça sur Twitter, un des dev advocates de JetBrains, et ils espèrent l'avoir fin de l'année intégré à Rider. Et j'ai testé un autre truc qui est assez bluffant qui s'appelle Projector, qui permet en fait de faire tourner Rider sur un serveur remote et d'avoir la UI à travers un web browser. Et franchement, c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais. Et j'ai vu le gars, il avait mis dans un dev container dans VS Code. Ouais. Et tu peux l'utiliser avec
Gitpod aussi, qui est un sujet qui a l'air assez intéressant, qui ressemble à GitHub Codespace, mais avec quelques différences où, en fait, quand tu arrives sur une pull request ou sur une branche, quand tu te connectes à ton Dev container, la solution elle est déjà compilée, les nuggets ils sont restaurés, etc., etc. Tu peux directement commencer à coder ou à faire la review, ce qui est assez intéressant, quoi. Mais j'ai essayé Code With Me il n'y a pas longtemps. C'était pas avec Rider, mais c'était avec IntelliJ. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Tu vois même la personne naviguer dans l'explorateur. Ça, tu le vois aussi avec LiveShare. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Et en général, quand vous discutez avec des autres devs de vos équipes, vous faites ça, du live share, ou nous, souvent, c'est du Teams et on partage l'écran bêtement, quoi. Pareil. Ouais, nous en fait, j'ai utilisé LiveShare même pour faire des interviews, enfin des entretiens d'embauche. Et du coup, j'ai même été contacté par le gars qui lead ça. On a parlé, c'était assez sympa. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce que justement, comme j'utilise un plugin et que j'utilise tous ces shortcuts avec ReSharper, quand quelqu'un me demandait de me connecter à sa machine, je perdais tous mes shortcuts et donc j'étais un peu perdu vu que je ne touche pas la souris. Je ne savais pas où il fallait cliquer. Ah bah voilà. Et donc ça, Code With Me, tu n'as plus de problème comme ça, quoi. Okay. C'est un truc qui manque dans LiveShare, en fait. C'est justement, si tu as des extensions, comment tu permets d'utiliser ces extensions sur le remote. Ok, bon, bah écoutez, merci à tous. Alors, juste deux petites choses. Une première chose, la semaine prochaine, donc le 23 septembre, il y a Programmé qui organise la DevCon à Paris, donc à Epitech Paris. C'est à partir de 9h30 où il y a 12 sessions techniques, il y a une pizza party. Et surtout, la chose la plus importante, il y a la finale du challenge .NET organisé par Sofluent, dont il y a un super jury à l'intérieur, donc où je fais partie, quoi. On s'en doutait un petit peu, oui. Donc, d'habitude, on fait ça chez Microsoft, mais là, ce sera chez Epitech, donc la semaine prochaine, donc jeudi prochain. Donc, venez nombreux. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, on va faire un tonnerre d'applaudissements à notre cher Laurent Campé, qui est laurentcampé.com, qui est de laurentcampé.com, qui est devenu MVP là, depuis le mois de juillet. Donc, félicitations, Laurent. Merci. En espérant qu'on se voit s'il y a un MVP Summit à Redmond au mois de mars prochain. Je pense qu'on saura ça assez vite. Oh, j'y crois pas du tout. Hein. Tu crois pas du tout? Moi non plus. Bon. Et un dernier truc. On sera confiné. Comme tu parlais du 23 septembre, en fait, le 23 septembre, le soir, je fais une présentation de Dapper, un de mes sujets préférés, au mug.net de Nantes. Donc, c'est une session en ligne, donc si vous êtes intéressé. Ok, super. Eh bien, écoutez, bonne soirée, bonne fin de semaine, portez-vous bien, et puis à la semaine prochaine, ou dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, personnellement, je vais avoir un petit peu de mal pour être là. Et d'ailleurs, c'est diffusé cette conf la semaine prochaine? C'est une bonne question, je n'en sais strictement rien. En physique, en présentiel en tout cas, mais je pense pas que ce soit diffusé. Non, je pense pas, non. Ok, merci, ciao tout le monde. Ciao, allez, à bientôt. Salut. Salut. Salut.